Au cœur de la Russie, une boule de feu éclate lorsqu'un bombardier Tu-22 M3 s'écrase au sol. Abattu par un missile ukrainien, un avion de détection avancé russe A-50 Mainstay subit le même sort, réduit en morceaux de ferraille par une frappe de missile ukrainien à longue portée. Une installation industrielle dans la région de Briansk était réduite en débris lorsqu'un autre missile ukrainien frappe. Vous croyez sûrement que les missiles occidentaux sophistiqués High Mobility Artillery Rocket System, Storm Shadow Scalp ou Atacms sont derrière ces frappes. Mais ce n'est pas le cas. Les ingénieurs ukrainiens ont ressuscité un ancien système soviétique, le S-200, et l'utilisent pour attaquer des avions et des installations russes en plein cœur de la Russie. L'Ukraine utilise des armes soviétiques obsolètes pour attaquer la Russie. Dans les années 1960 et 1970, le S-200, également connu sous sa désignation OTAN, le SA-5 Gammon était l'un des systèmes de défense aérienne longue portée les plus puissants de l'Union soviétique. Ce système de missiles solaires a été conçu pour protéger de grandes zones et des installations clés contre la menace des bombardiers américains, à long rayon d'action et à haute altitude, notamment le B-52 Stratofortress. Les premiers régiments opérationnels S-200 ont été déployés en 1966 avec 18 sites et 342 lanceurs en service à la fin de l'année. Le nombre de sites s'est passé de 40 en 1968 à 60, à la fin de 1969. Le nombre a progressivement augmenté pour atteindre 1100 lanceurs à la fin des années 70 et au début des années 80, atteignant un pic de 130 sites et 2030 lanceurs en 1990, lorsque le Kazakhstan faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques en tant que république socialiste soviétique. Lorsque l'Ukraine a obtenu son indépendance en 1991, elle a conservé au moins 13 de ces systèmes qui y étaient stationnés. La version originale, le S-200A Angara, avec le V865, V20 et 1, ou V865, P5, V20 et 1. Un missile, introduit en 1967, avait une portée de 99 miles et un plafond de 12,5 miles. Le S-200V Vega amélioré, avec les missiles V8, 160 PFA, 5 VIB, 21P ou 5 VK. 28V introduit 3 ans plus tard, a porté la portée à 160 miles et le plafond à 18,1 miles. Cependant, avec le missile V8 170, la portée est passée à 170 miles et le plafond à 25. En 1973, les soviétiques ont introduit une version d'exportation, le S-200 FinBe Vega E, avec le missile V8 180E 5 28EE à ogive hautement explosive, avec une portée de 149 à 0,158 miles et un plafond de 25,4 miles. Entre 1999 et 2002, la Pologne a modernisé le S-200VE en S-200C. La Russie a ensuite introduit les systèmes de défense S-300 et S-400 et lance actuellement le système S-500, présenté comme étant de pointe. Malgré les dizaines de versions des S-300 et S-400, la portée du S-200 est nettement supérieure à celle-ci, à l'exception de quelques rares variantes. La plupart des variantes ont une portée effective de seulement 40 à 100 miles. La portée étendue pouvant dépasser 160 miles est l'un des 5 facteurs qui rendent le S-200 si utile pour l'Ukraine, comme nous le verrons bientôt. Le second facteur est la taille de la charge utile. Les S-200 S ukrainiens utilisent le missile 5 VT-28E, ou une version améliorée. En février 2022, au début de l'invasion russe, l'Ukraine possédait probablement des centaines de missiles d'origine en stock. Bien qu'aucun transfert n'ait été annoncé au départ, il a depuis été confirmé que la Pologne a fourni à l'Ukraine un système S-200 Angara et 20 missiles en 2023. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, la Pologne a déjà livré à Kiev des missiles de défense aérienne SA-3 modernisés, remplaçant d'anciens systèmes soviétiques encore utilisés par le pays. Le 5V28E mesure plus de 35 pieds de long, a un diamètre de près de 30 pouces et pèse pas moins de 8 tonnes. Sa tête explosive à fragmentation pèse au total 478 livres et contient 16 000 fragments de 2 grammes, 21 000 fragments de 3,5 grammes et 200 livres d'explosifs. Déclenchée par une fusée de proximité radar, la tête explosive a été conçue pour détruire des cibles dans un cône de 120 degrés jusqu'à une distance de 660 pieds. Et les preuves sur le champ de bataille indiquent qu'elle reste très efficace dans ce domaine. Le missile est lancé par 4 propulseurs d'appoint à propergol solide, 5S-25, qui brûlent pendant 3 à 5 secondes, générant une force totale d'environ 160 tonnes. Après l'épuisement des propulseurs, ils sont largués du missile par paires et tombent. Le deuxième étage du missile est un moteur fusée de sustentation à carburant liquide, 5D-67, alimenté par un propergol hautement toxique, composé de 2 éléments.
Le premier est le carburant TG, 02 saumon, composé à parts égales de xyladine et de triméthylamine. Ceci étant mélangé avec l'agent oxydant, AK27P, qui se compose d'au moins 69,5% d'acide nitrique pur et de 24 à 28% de tétraoxyde de diazote. La deuxième étape brûle pendant une durée de 50 secondes. Le troisième avantage du missile pour l'Ukraine est son altitude opérationnelle. Avec une portée d'engagement minimale de 11 miles, la variante 5K28E peut engager des cibles à des altitudes allant jusqu'à 133 900 pieds, avec une altitude minimale de 980 pieds au-delà de 24 miles et au-dessus de 3300 pieds, à des distances plus courtes. Cela rend ce missile idéal pour cibler les bombardiers russes à la haute altitude et les avions de reconnaissance, surtout lorsqu'il est combiné avec le quatrième avantage qu'il offre à l'Ukraine. Sa vitesse. Les vitesses des cibles varient entre Mach Z9 Rho,29 200 winged miles H et Mach 3,5 2700 miles H. Les Ukrainiens affirment que le missile peut atteindre près de Mach 4. Cela signifie que le missile atteint sa portée maximale effective de 138 milles nautiques après seulement 215 secondes. Même les systèmes occidentaux avancés tels que le Patriot américain et l'IRIST allemand peinent à suivre et à intercepter des missiles aussi rapides, et les systèmes russes sont encore moins performants. Donc, le 5-SIMP-28E est peut-être ancien, mais il est grand, rapide et très destructeur, et il peut engager des cibles aériennes ou terrestres à longue portée, et tout à haute altitude. Ce missile fonctionne comme un missile balistique à longue portée, offrant ainsi un cinquième avantage à l'Ukraine. Pendant la guerre, le manque de missiles balistiques à longue portée a été une lacune notable et controversée dans l'arsenal ukrainien. Ces armes améliorent grandement les capacités de défense aérienne de l'Ukraine, lui permettant de cibler les avions russes loin derrière les lignes de front. Cela contraint la Russie à mener des frappes aériennes de plus loin et à utiliser ces missiles longue portée onéreux et limités pour cibler des zones proches du front. Les missiles balistiques à longue portée permettent aussi à l'Ukraine de cibler des aérodromes et des sites de production au cœur de la Russie. Les fournisseurs occidentaux d'aide militaire à l'Ukraine ont d'abord hésité à fournir des missiles à longue portée, surtout pour frapper en profondeur en Russie, comme nous l'avons documenté. Leurs préoccupations étaient doubles. Premièrement, certains pays s'inquiètent d'épuiser leur propre stock limité. Ces missiles sont souvent coûteux et lents à produire. Deuxièmement, ils craignaient des représailles russes. Moscou avait averti à plusieurs reprises que fournir à l'Ukraine des missiles longue portée pour frapper profondément en Russie constituait une ligne rouge sérieuse. Ils ont averti que franchir cette ligne aurait de graves conséquences, notamment de possibles frappes contre les pays fournisseurs ou l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine. Finalement, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont cédé et fourni à l'Ukraine des systèmes comme High Mobility Artillery Rocket System, Storm Shadow et Scott. L'Ukraine espère que sous le nouveau chancelier Friedrich Merz, l'Allemagne approuvera finalement la fourniture de ces missiles Taurus à longue portée. Le gouvernement de l'ex-chancelier Olaf Scholz avait hésité mais a fini par refuser. L'Ukraine utilise les missiles de l'OTAN depuis plus de 2 ans. Ils ont été utilisés efficacement, touchant de plus en plus de cibles de plus en plus loin en Russie. Cependant, ils n'ont pas suffisamment de ressources pour causer des dégâts catastrophiques et généralisés. Les Ukrainiens entreprenants et travailleurs se sont donc activement employés à développer leurs propres missiles balistiques à longue portée. Leurs progrès ont été tels qu'en décembre 2024, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fixé un objectif ambitieux. Produire 3000 missiles fabriqués localement d'ici fin 2025. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, l'arsenal de l'Ukraine ne comprenait qu'un seul missile développé localement, et seulement quelques centaines d'unités de celui-ci. Il s'agit du missile anti-navire, Neptune, avec une portée de 190 miles et une vitesse pouvant atteindre 560 miles par heure. C'est ce missile qui a coulé le célèbre croiseur amiral russe Moskva, un navire d'une valeur de 750 millions, le 14 avril 2022. 3 ans après, l'Ukraine a révélé au moins 4 nouveaux systèmes, soit en développement, soit déjà déployés au combat. Le premier est une version longue portée du Neptune, le Long Neptune, en cours de modernisation pour améliorer sa capacité à frapper des cibles au sol. Le deuxième, le Palianitsia, est une fusée et un drone, avec une portée d'environ 435 miles. La plupart des spécifications restent classifiées, mais on sait qu'après 18 mois de développement et des tests réussis, il est actuellement en production de masse. Également bien classé, le Peklo, qui signifie enfer en ukrainien, a été dévoilé en décembre 2024. C'est un autre missile de croisière d'une portée d'environ 435 miles, qui serait aussi en production de masse actuellement. La dernière nouveauté, c'est la Ruta,
nommé d'après la plante roux, un symbole profondément ancré dans la tradition ukrainienne. On connaît peu de détails sur ce missile, actuellement dans les dernières phases de test. Selon les analystes, sa portée irait jusqu'à 186 miles. Une vitesse maximale juste en dessous de 500 miles par heure et une ogive pesant environ 220 livres. En supposant que ces missiles fonctionnent comme prévu, dans un an, l'Ukraine en aura un flux régulier pour pilonner les Russes. En attendant, le vieux S-200 et ses missiles 5V-28E restent les missiles balistiques les plus efficaces et accessibles pour l'Ukraine. Forbes l'a même qualifié d'arme de frappe en profondeur la plus puissante de Kiev. Avant le conflit actuel, le S-200 était surtout connu dans les forces ukrainiennes pour un triste incident en octobre 2001, lorsqu'un missile égaré provenant d'une des batteries a abattu un avion de ligne russe au-dessus de la mer Noire lors d'un exercice de tir réel. À ce stade, le système approchait déjà ou avait dépassé sa date de péremption. En 2010, il a été rapporté que l'Ukraine n'avait plus que 4 batteries S-200 actives et 12 autres sites inactifs. Finalement, le S-200 a été complètement retiré du service en Ukraine en 2013. Mais depuis le début de l'invasion, il est clair que certaines, voire toutes ces unités, ont été dépoussiérées et remises en service, avec un effet de plus en plus dévastateur. Cependant, comme nous le verrons bientôt, elles ont très probablement été améliorées pour devenir des missiles efficaces dans la guerre moderne. L'emplacement des sites de lancement de missiles est, comme on peut s'y attendre, une information top secrète. Le principal inconvénient du système S-200 est sa taille, étant donné qu'il s'agit d'un système non mobile devant être installé de façon quasi permanente à l'emplacement choisi. Les soviétiques déployaient le système S-200 dans des batteries statiques qui comprenaient généralement 6 lanceurs à rail unique, soutenus par des radars de surveillance longue portée 5N, 6, 2 square pair, de recherche et d'acquisition de cibles, P-14, Talking, de guidage de missiles et de nombreux autres éléments de soutien. Toutefois, les vidéos publiées par les renseignements ukrainiens en mai 2025 ne montraient que les missiles et leurs lanceurs. Il n'est pas clair si ces systèmes sont utilisés depuis leur site d'origine réactivé, s'ils ont été installés sur de nouveaux sites, ou s'ils ont été modifiés en une version mobile. Ce genre de mise à niveau n'est que pure spéculation à ce stade. Cependant, un élément du système d'origine qui semble avoir été considérablement amélioré est le système de guidage. À l'origine, les missiles 528 utilisaient un guidage inertiel avec des mises à jour radio, puis passaient à un guidage radar semi-actif pour la phase terminale. Pour un ciblage précis des cibles au sol, le missile devrait être modifié pour atteindre une certaine probabilité d'erreur circulaire, ou utiliser le Global Positioning System. Cela le rendrait vulnérable au système de brouillage Global Positioning System et de guerre électronique de plus en plus sophistiquée de la Russie. Cependant, un responsable ukrainien de la défense anonyme a déclaré à la zone de guerre. L'Ukraine a reçu l'aide de partenaires pour créer un système de guidage amélioré pour le S-200. Le missile dispose d'un bon système de manœuvre et, avec un guidage approprié, constitue une arme assez moderne, a ajouté le responsable. Cela montre comment l'amélioration de l'acquisition et du guidage de cibles permet d'abattre une cible à une grande distance. Au fur et à mesure que les capteurs occidentaux se répandent en Ukraine, le S-200 pourrait recevoir des capteurs encore plus avancés pour le ciblage. Une autre théorie sur la façon dont les Ukrainiens parviennent à obtenir des performances dignes du XXIe siècle à partir d'une machine des années 70 vient de Trent Talenko, un ancien éditeur qualité de l'agence américaine de gestion des contrats de défense. Talenko, expert du S-200, son missile 5Fa-28 et les sous-systèmes Surface-Air Missile, pense que les Ukrainiens ont remplacé le radar de nez du 5Fa-28 par un nouveau, peut-être celui du missile sol-sol, Grom-2. Le Grom-2 est une fusée mono-étage à carburant solide, avec une portée de 310 miles et un radar à ondes millimétriques à reconnaissance de scène. Cela permettrait à la fusée d'ajuster avec précision sa trajectoire en vol vers sa cible. Le 5Fi-28 peut sûrement accueillir le radar compact du Grom-2. Talenko dit qu'il est suffisamment grand pour ajouter un radar à ondes millimétriques et contenir encore des centaines de kilos d'explosifs. Mais quel que soit le cas, les frappes ukrainiennes de S-200 s'accumulent. Tant pour les frappes au sol auxquelles il a été adapté, que pour son utilisation initiale comme missile solaire. Les premiers rapports sur son utilisation sont en fait venus de Russie à l'été 2023. Les Russes ont affirmé que des missiles S-200 étaient déployés dans un rôle sol-sol pour attaquer des cibles terrestres à l'arrière des lignes russes. Une vidéo récente montre ce qui semble être un missile 5Fa, 28, plongeant presque à la verticale sur une cible dans la région russe de Briansk, à la frontière ukrainienne, et ce tant en Ukraine qu'en Russie même.
Une autre vidéo de la même époque montre ce qui semble être un 528 piquant verticalement sur une cible. Il semblerait que ce soit une scierie à Bitoche, dans la région de Briansk. Des rapports russes en 2023 ont indiqué que les Ukrainiens utilisaient le S-200 pour attaquer la base aérienne de Morozovsk dans la région de Rostov. Des médias ukrainiens rapportent aussi une tentative de frappe contre le pont de Kerch, reliant la Russie à la Crimée en utilisant ce système. Des sources russes affirment que leurs défenses aériennes ont abattu au moins un missile juste au nord de la péninsule de Taman, qui borde la mer d'Azov au nord, le détroit de Kerch à l'ouest et la mer Noire au sud. Les débris du missile intercepté seraient tombés dans la mer d'Azov. Que le pont ait réellement été touché ou non, l'incident aurait entraîné la fermeture temporaire du pont de Kerch. L'utilisation du S-200 pour une frappe aussi précise indique que son système de guidage, probablement basé sur le Global Positioning System, est loin d'être obsolète. Une autre frappe confirmée 17 jours après la Syrie. L'attaque s'est conclue avec un 5 fin, 28 s'abattant sur Taganrog, ville russe à 20 miles de la frontière ukrainienne et à 100 miles du front. Le pâté de maisons touchées ne semblait pas avoir de valeur militaire, mais la frappe visait clairement la base aérienne de Taganrog, située juste au nord-ouest de la ville. À l'époque, l'armée de l'air russe utilisait des drones, des avions cargo et des bombardiers Tupolev Tu-95 depuis cette vaste base. Suite aux attaques ukrainiennes répétées près de la ligne de front, la Russie fait désormais décoller ses avions militaires depuis des zones plus éloignées à l'intérieur de son vaste territoire. Et même dans ce cas, ils sont loin d'être en sécurité, surtout lorsque le S-200 entre en jeu. Le 14 janvier 2024, une batterie S-200 potentiellement d'origine soviétique, Dnipro, a abattu un avion radar d'alerte avancée Beriev A-50 de l'armée de l'air russe au-dessus de la mer d'Azov, à environ 100 miles de la ligne de front. Pendant la même opération, un poste de commandement aéroporté IL-22 a été gravement endommagé, mais a pu atterrir sur un aérodrome proche. Le S-200 a réalisé son plus grand exploit en abattant un bombardier stratégique russe, Tu-22M3, en plein vol au-dessus du kraï de Stavropol pendant une mission de combat en Russie. En 2018, la Russie ne possédait que 60 bombardiers, et leur production ultérieure s'est principalement concentrée sur le Tupolev Tu-95 plus récent et avancé. Selon le ministère russe de la Défense, une défaillance technique serait à l'origine du crash du Tu-22M lors de son retour de mission. Un membre d'équipage est mort, un autre porté disparu, et un second bombardier accompagnant aurait fait demi-tour après l'incident. C'était le premier bombardier Backfire signalé perdu en vol depuis le début de la guerre. Avant sa chute, des canaux de surveillance de l'espace aérien ukrainien ont signalé que 3 Tu-22 avaient tiré des missiles depuis la mer Noire, à l'ouest de Sébastopol, ciblant la région de Zatoka dans l'oblast d'Odessa. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Ilya Yevlak, a déclaré à l'agence France Presse que le bombardier abattu avait aussi été utilisé lors de frappes sur Dnipro et Kryvyi Rih, tuant au moins 7 personnes, dont 2 enfants, et en blessant 35. L'avion ayant bombardé Dnipro et Kryvyi Rih a été détruit en représailles, a-t-elle déclaré. Kirill Badanov, chef du direction principale du renseignement ukrainien, a déclaré à British Broadcasting Corporation Ukraine que l'opération a nécessité une embuscade d'1 semaine, où les forces ukrainiennes ont attendu que le bombardier russe atteigne la portée souhaitée. Il a aussi indiqué que le bombardier stratégique avait été atteint à plus de 191 miles de distance, en employant les mêmes tactiques et moyens utilisés pour la destruction précédente de l'A-50. Depuis, aucun autre rapport n'a indiqué que le S-200 ait été utilisé pour abattre des avions russes ou des cibles au sol en Russie profonde. L'Ukraine compte sur ses défenses aériennes occidentales pour abattre drones et avions, et utilise des drones longue portée, High Mobility Artillery Rocket System et Storm Shadows pour frapper la Russie. Qui sait quelle sera la prochaine cible réussie? Peut-être un Tu-95 ou quelque chose de plus intéressant encore. Une chose est sûre, tant que l'Ukraine n'aura pas assez de nouveaux missiles balistiques, cette vieille arme remise à neuf restera précieuse dans son arsenal. Selon vous, l'Ukraine devrait-elle continuer à compter sur l'Occident pour les armes nécessaires à sa défense, ou devrait-elle se focaliser sur sa propre industrie de défense, notamment en modernisant des armes obsolètes comme le S-200? Ou les deux? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.